Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé DRH, êtes-vous maître des compétences? Alors, je m'appelle Agathe Roche, je suis manager secteur public et je vais me charger d'animer ce webinaire en compagnie de Florian Gonfreville et de Nicolas Abrard, que je remercie et qui vont se présenter dans un instant. Judith Després va répondre à vos questions tout à l'heure pendant un temps dédié. Et tout d'abord, je vous propose de vous dire quelques mots sur le cabinet. Alors, Julie Esterwen, c'est un cabinet français de conseil en stratégie, en transformation et en innovation. Nous comptons plus de 1000 clients de toute taille, de tout secteur et à peu près 500 collaborateurs. Alors, nous aidons nos clients à tirer bénéfice des transformations et des nouveaux environnements dans lesquels ils évoluent pour générer une croissance durable. L'idée, c'est vraiment de les aider à se transformer dans toutes les dimensions et les aider à se transformer réellement pour que ça dure et que ça donne des résultats qui marchent. Notre proposition de valeur et notre modèle nous permettent d'enregistrer une croissance importante, puisque juste cette année, nous enregistrons une croissance de 30%. Nous en sommes évidemment très fiers. Alors, pour démarrer, je vous propose de partager avec vous quelques informations pratiques au sujet du webinaire. D'abord, les micros sont coupés. Si vous n'entendez pas, si vous avez un problème de micro, vous allez pouvoir cliquer sur la petite flèche orange pour ouvrir le panneau de questions et tout simplement vous signaler. Alors, pour poser vos questions, vous utiliserez également le panneau de questions tout simplement. Et donc, Judith recevra tout à l'heure vos questions. Alors, je vous propose à présent de passer la parole à Florian puis à Nicolas pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Bonjour Florian. Bonjour Agathe et bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Donc, je suis Florian Gonfreville, je suis l'associé en charge de l'offre de transformation digitale de la fonction RH et je suis un ancien DRH moi-même. Merci beaucoup Florian. Nicolas, tu veux bien prendre la suite? Bien sûr. Bonjour Agathe, bonjour Florian, bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Nicolas Abrard, donc je suis manager au sein du cabinet Julie Esterwen. J'interviens chez nos clients dans des contextes de transformation managériale et cela se traduit par des mandats de conseil, de facilitation, de formation, de coaching. Et c'est d'ailleurs dans ces missions de coaching ou de formation que je suis finalement, nous sommes en prise directe avec le terrain et c'est là que nous travaillons sur le développement des compétences des collaborateurs. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents. Alors, je vous propose de vous dire quelques mots à présent sur pourquoi nous avons souhaité vous proposer ce webinaire. Tout simplement en constatant que l'actuel marché du travail est très tendu, que le recrutement est devenu souvent difficile, que entre complexité, besoin de rapidité, les managers font de plus en plus appel à des compétences extérieures, notamment des indépendants, et ces indépendants qui apportent un pan non négligeable de compétences, ce pan de compétences n'est pas toujours vu, n'est pas toujours décelé par les DRH. Alors c'est un phénomène qui touche de plus en plus de métiers, qui soulève de plus en plus de questions pour vous les DRH, qui devait maîtriser, anticiper les besoins de compétences de l'organisation. Donc, c'est tous ces sujets qu'on vous propose d'explorer durant ce webinaire. Alors, je te propose peut-être, Florian, de nous dire ce que toi, tu vois de ta fenêtre sur le sujet des compétences. Alors, bien sûr, le sujet des compétences, c'est le sujet cœur de la fonction RH. Hein. Parfois, j'ai même l'impression qu'on pourrait renommer le DRH directeur des compétences, et finalement, ça collerait plutôt pas mal au poste. Depuis que je suis en activité, j'entends dire c'est difficile de recruter, on a du mal à trouver les compétences, on a du mal à trouver les gens qu'il nous faut. Et avec une impression beaucoup plus flagrante, une amplification de ce phénomène-là depuis particulièrement ces 2 dernières années. Donc, grande difficulté à recruter, ça nous a tous atteints. Et autant on parlait de difficultés à recruter sur des compétences qu'on pourrait dire de pointe, parfois un peu exotiques, des choses comme ça, de la compétence spécifique, autant finalement, ça ne concerne plus uniquement ces compétences-là aujourd'hui. On n'est plus simplement dans une pénurie de qualité, on est aussi dans une pénurie de quantité. Ce qui est assez curieux, parce qu'on se dit finalement, mais où sont-ils tous ? On pourrait ajouter à ça finalement une espèce de thème
un peu chapeau. On a tous entendu un chiffre relativement similaire à celui-là, du type 80%, 90%. Les chiffres varient selon les études, mais la magnitude est à peu près toujours la même. Je vais utiliser là, en l'occurrence, une étude d'El et Institut du Futur qui avait été reprise par Pôle emploi. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. On est en 2022, on est quasiment en 2023. Ça signifie, si on le dit autrement, que d'ici les 7 ans qui viennent, c'est-à-dire pour nos élèves qui aujourd'hui sont en seconde ou en première, il va falloir construire les parcours de formation, les filières universitaires qui vont permettre de créer, fabriquer ces compétences, quand bien même on ne sait pas encore de quel métier on parle. Donc on est quand même dans une situation qui est extrêmement curieuse et moi je me demande quelle université, quel ministère de l'enseignement ou de l'enseignement supérieur sera capable finalement de construire ces fameuses filières dans des temps aussi records. Donc on a ça d'un côté, on a cette espèce d'incertitude quant aux compétences dont on va avoir besoin demain et cette difficulté à les fabriquer de façon scolaire, universitaire, par les parcours dits classiques. On a un deuxième phénomène sur qui concerne le marché du travail qu'on a tous vécu ces derniers temps. Alors je passe sur les notions de quiet quitting, de grandes démissions, etc. On pourra éventuellement élaborer ces sujets-là ensemble, sur ces sujets-là ensemble un peu plus tard, mais c'est les préférences au travail où l'on voit de plus en plus, et c'est particulièrement vrai pour des générations un petit peu plus récentes sur le marché du travail, mais c'est cette volonté finalement de travailler différemment. Et avec un essor de cette confusion entre les horaires de travail et les horaires personnels qui sont assez différents des générations plus anciennes. Des modalités qui favorisent beaucoup plus l'indépendance, une forme d'entrepreneuriat finalement et une forme de nouveaux contrats professionnels d'une certaine façon. Et ça va assez fort dans le sens de l'émergence de compétences individuelles, de compétences personnelles qui s'auto-vendent finalement sur le marché de l'emploi. Et donc, on voit comme ça arriver toute une vague de compétences en mode freelance, c'est ce que tu évoquais il y a quelques instants, Agathe, qui finalement fit assez bien, ça colle assez bien avec les besoins du marché du travail en plus, où on cherche de la compétence beaucoup plus rapidement. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un recrutement, ça reste encore, pour un cadre, n'importe quoi entre, dans les temps les plus courts, généralement 3-4 mois, à facilement 5, 6, 9 mois dans certains cas. Donc, on a des compétences qui arrivent ainsi, qui sont relativement abouties déjà parce qu'elles ont l'expérience de l'entreprise, elles ne sortent pas de l'école, elles ont des métiers ou des compétences qu'elles ont acquises directement de façon empirique sur le terrain, et dans des domaines qui sont parfois beaucoup plus proches de celui de l'entreprise que ce qu'on aurait pu avoir à l'école, disponible relativement rapidement et flexible. Et ça, c'est le dernier sujet qui est vraiment important et intéressant pour nous. Dans un monde où finalement tout le monde nous dit qu'il faut être agile, cette flexibilité du contrat et du travail avec le freelance devient vraiment intéressant. Donc tout ça, ça pousse finalement l'organisation à travailler avec des compétences qui sont hors de ses murs, avec des compétences qui sont dans un domaine, qui sont hors de l'organisation traditionnellement. On va donc parler non plus d'organisation classique, mais d'organisation étendue. Donc de capacité de ces organisations à aller chercher et créer, fédérer un écosystème hors de son périmètre usuel de travail, même son périmètre physique finalement, pour étendre ainsi son jeu de compétences. D'accord, merci Florian. Tu nous expliques que l'organisation doit s'étendre hors de ses murs et tu parles d'organisation étendue. Qu'est-ce que cela veut dire, Nicolas ? Oui, effectivement, Florian évoquait l'organisation étendue. Peut-être qu'on peut le comparer à un phénomène de gommage de frontières. On parle d'organisation, on parle des frontières de l'organisation, mais finalement aujourd'hui, eh bien, ces frontières sont repoussées, elles sont gommées. Et comme évoqué aussi, on assiste actuellement, depuis, c'est un phénomène continu, mais une mutation de la sociologie du travail. Et si on fait un focus sur ces mutations dernièrement, eh bien, il y a déjà deux premiers effets avec un gommage géographique. Donc, on ne s'arrête plus aujourd'hui au mur de l'organisation. On va permettre le télétravail, on va aller dans des tiers-lieux, on va aller dans les bureaux dans lesquels finalement travailler. Donc, finalement, il y a une sorte de mouvement autour de différentes zones.
Il y a un autre gommage qui se fait autour de la frontière temporelle. Aujourd'hui, on échange avec nos collègues, alors en synchrone, mais aussi en asynchrone. Il y a une grande latitude pour les collaborateurs, alors notamment pour le tertiaire, hein, le secteur du tertiaire, mais justement à pouvoir s'organiser, à pouvoir travailler à certains moments en décalé par rapport à vos collègues, mais finalement, vous arrivez quand même à communiquer, puisqu'on a aussi des outils qui permettent de le faire. Donc ça constitue l'hybridation du travail avec tous les enjeux que peuvent avoir aussi les managers derrière. Comment est-ce que je vais aller canaliser l'information? Je parlais des outils à l'instant. Comment je vais organiser en tant que manager et structurer le travail de chacun? Comment je vais aussi dynamiser le collectif? Et puis, finalement, détecter les signaux faibles. Je vais être aussi en mesure de me poser la question dans certains cas, mais finalement, ça fait un temps que je n'ai pas vu telle ou telle personne de mon équipe, mais comment est-ce que je vais être en mesure de savoir si tout va bien de son côté? Et puis, on constate aussi que, comme on le disait aussi, le choix du salariat n'est plus forcément une évidence pour les profils recherchés. On voit apparaître d'autres formes d'engagement, et notamment celui de l'indépendance, des freelances. D'où une troisième frontière qui est gommée, celle de l'action, avec des personnes qui détiennent des compétences. Alors, ces compétences, elles peuvent être exotiques ou courantes, rares ou plus faciles à trouver. Et ces personnes, elles souhaitent embrasser un autre type d'engagement, elles choisissent des projets en fonction de leurs envies et aussi de leurs valeurs. Et finalement, ce sont les gommages de ces trois frontières-là qu'on vient d'évoquer qui, justement, expliquent ce terme. C'est là que vient le terme d'organisation étendue. Alors, finalement, quand on parle de ce gommage et de l'organisation étendue, ça nous amène aussi à se poser des questions sur d'autres sujets, qui sont celui de la cohérence, celui de la confiance. Les organisations doivent perpétuer leur culture et répondre aux besoins de leurs clients, notamment avec une force de frappe qui vient de l'extérieur, si je puis dire. Et puis, elles doivent aussi savoir comment gérer l'accès à certaines données sensibles. Donc là, on arrive aussi sur le terme de confidentialité et puis justement la confiance que vous avez envers les freelances. Très clair, merci beaucoup Nicolas. Donc on voit bien qu'avec le triple gommage dont tu nous parles, on vient casser finalement les codes de l'unité théâtrale classique de l'organisation. Et alors, on a envie de vous demander, peut-être à toi Florian, de te demander pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des compétences à l'extérieur plutôt que de former les gens, plutôt que d'organiser la mobilité interne ou de trouver d'autres solutions internes finalement. Alors, c'est une des questions centrales avec les quelques points que Nicolas vient d'évoquer là. C'est finalement pourquoi en interne, pourquoi en externe, pourquoi en externe, là en l'occurrence, plutôt qu'en interne. On est dans des questions finalement relativement traditionnelles, j'allais dire, de make or buy. Mais on pourrait lister plusieurs cas. Le premier sujet, c'est la question de la rapidité. Le principe justement d'aller chercher des compétences à l'externe, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que finalement, réussir à intégrer une compétence nouvelle relativement rapidement, c'est pas un sujet facile quand on embauche. Il faut le temps d'embauche, il faut le temps de mettre le pied à l'étrier du collaborateur, il y a tout un ramp-up, ça met quand même un certain temps. Là, on gomme finalement, via un processus d'achat, toute une partie, tout un temps de cette acquisition de compétences. Il y a le sujet de la diversification des sources de compétences et donc finalement un sujet de mitigation du risque. Et ça, c'est important. Donc, on va chercher, je le dis autrement, on va chercher des compétences à l'extérieur. Alors, d'une part, parce qu'on y est obligé, parce que ainsi, on a des difficultés à trouver des compétences en interne. On va les chercher plus rapidement, on gagne du temps à l'externe. Mais c'est aussi une démarche de flexibilité. Ça aussi, ça participe de la mitigation du risque. Donc la flexibilité, c'est finalement, je prends la compétence quand j'en ai besoin, et puis le projet s'arrête. On fonctionne de plus en plus en mode projet. C'est aussi ce qui va dans le sens d'aller chercher ainsi des compétences en externe. Le projet s'arrête, ou le projet est prorogé, ou il est déplacé, et à ce moment-là, je change ma configuration de compétences. Donc, on a une mitigation du risque ainsi, parce que cette agilité, finalement, devient partie complètement intégrante du modèle de fonctionnement. Ça permet aussi, et le point de Nicolas est extrêmement juste, d'élargir sa zone de jeu. On n'est plus cantonné
à des bassins d'emploi locaux ou de proximité. On n'est plus cantonné, et c'est presque cynique à dire, mais on n'est plus cantonné finalement à certaines obligations, certaines directives apportées par le droit du travail, du type recruter quelqu'un dans son pays avec un contrat local, etc. On peut désormais aller chercher une compétence de l'autre côté de la planète sans difficulté, sur certaines compétences un peu rares, et donc à ce moment-là, le bassin d'emploi, le bassin de recherche devient finalement le bassin mondial. Et on a un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent beaucoup comme ça, et c'est un sujet qu'on voit notamment très très prégnant dans certaines organisations comme les DSI. On a des DSI aujourd'hui qui fonctionnent essentiellement avec la compétence acquise en sous-traitance ou en freelance, jusqu'à des 75 ou 80% chez certaines organisations de pointe. Pourquoi? Parce que c'est assez symptomatique. C'est là où on voit les compétences évoluer le plus vite. En IT, on voit des applications nouvelles, des langages nouveaux, des technos nouvelles. Et donc, à partir de là, effectivement, on va aller chercher des compétences qui ne sont pas forcément disponibles immédiatement sur le marché, fabriquées par l'école, mais qui se sont formés à la main ou par proximité avec une technologie qu'elles connaissaient précédemment, et donc qui ont doucement dérivé sur des sujets, sur d'autres sujets qui sont restés de pointe. Donc voilà une des raisons, certaines des raisons, pour lesquelles on va chercher justement des compétences comme ça en freelance, pour lesquelles on se dirige vers l'organisation étendue. Alors attention, ça apporte un certain nombre de facilités ou d'avantages. Ça n'est pas sans un certain nombre de défis et de risques, dont Nicolas en a fait le tableau pour certains d'entre eux, mais il y en a d'autres. Donc il faut faire attention effectivement à la gestion de ces risques et de ces défis qui sont apportés par cette différente finalement source de compétences. Oui, c'est un choix qui amène certainement du discernement par rapport à ces défis. Et alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Quel défi sur la gestion de compétences en particulier? Finalement, on peut se demander qui a la main sur les compétences actuelles, mais aussi futures, dont tu parlais tout à l'heure, Florian. Au sein de l'organisation, qui est l'acteur qui pense ces compétences pour aujourd'hui et pour demain? Et est-ce que c'est toujours le DRH? Est-ce qu'il est seul dans ce bateau, Nicolas? Oui, effectivement, ça nous amène à cette question. En fait, quand on considère le recul, le gommage des frontières dont on parlait juste avant, eh bien, on se rend compte que les organisations ont besoin de faire le point. Elles ont besoin de refaire le lien avec les compétences. Et alors, se pose la question, mais qui pour les garantir? Qui pour les développer et qui pour les anticiper? On a plusieurs axes qui se dessinent. On a déjà celui du garant et du développement de la compétence, c'est le manager, le collaborateur ou la DRH dans son ensemble. Et puis on a aussi la question de la temporalité. Est-ce qu'on parle de compétences actuelles? Est-ce qu'on parle de compétences futures aussi? Finalement, puis des compétences futures que peut-être on n'a même pas encore identifiées. Donc une complexité supplémentaire ici. Alors, on peut constater, c'est que ce qu'on voit chez nos clients, c'est que finalement, certains managers ont parfois du mal à s'approprier le référentiel de compétences. Quand on regarde parfois des référentiels avec une centaine de lignes, avec un assez élevé de compétences à mettre à jour, pour lesquels en plus, en tant que manager, vous devez être en mesure d'évaluer les collaborateurs sur ces compétences-là. Et puis, je ne vous parle même pas des compétences douces, les soft skills, qui finalement, l'évaluation des soft skills, c'est aussi un sujet en lui-même. Donc, finalement, voilà. Donc, les managers, parfois, se constatent qu'il peut y avoir finalement un fossé entre ce qui se passe sur le terrain et finalement tout ce qui se passe du côté de l'organisation des compétences côté RH. Donc, ce qu'on entend chez certains managers, c'est qu'il y a des choses chez vous que vous, les DRH, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, et on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai enjeu business, il y a un vrai besoin de compétences sur un produit donné, sur un livrable donné. Et donc, à ce moment-là, c'est le manager qui se dit, voilà, je vais aller chercher la bonne personne avec la bonne compétence pour pouvoir répondre justement à cette demande, à ce besoin. Et puis, côté DRH, ce qu'on entend aussi quand on travaille avec vous, c'est que finalement,
en tant que DRH, je ne peux pas toujours anticiper et je ne suis pas toujours au courant de ce qui se passe sur le terrain. Il y a peut-être certains besoins que je ne vois pas aujourd'hui, quid des besoins de demain, parce que finalement, il y a aussi des choses qui se passent, comme je disais, sur le terrain. Donc, voilà, donc il y a des vraies difficultés parfois, finalement, à créer la synthèse entre l'opérationnel et finalement la fonction régalienne que peut représenter la DRH. Et donc, se pose la question de, finalement, si on constate parfois ces angles morts qu'il peut y avoir et ces difficultés justement à faire le lien, eh bien, c'est que la compétence ne doit pas être l'affaire de fonctions transverses ou de personnes sur le terrain uniquement. Et ce qui va permettre justement de résoudre cette équation, eh bien, c'est d'instaurer le dialogue pour croiser à la fois les besoins business, d'une part, des managers, et puis l'ambition, le cap, côté DRH. Alors, je peux éventuellement donner un exemple d'atelier que nous organisons chez certains de nos clients qui permet justement ce dialogue et qui vise à réunir les managers pour un métier donné et les DRH autour d'une table lors d'ateliers. Dans ces ateliers, on se pose la question, nous posons la question des compétences stratégiques actuelles et futures. Et l'objectif, non pas de ressortir avec une liste de cinquantaine de compétences, non, l'objectif, c'est d'avoir un nombre de compétences relativement ramassées, 8 compétences stratégiques, avec un plan d'action concret. Comment développer finalement ces compétences, qui doit les porter, et finalement, à ce moment-là, chacun a un rôle à jouer autour de la table. Donc, on va parler des actions pour pouvoir développer ces compétences futures et même présentes. Est-ce qu'on parle d'embauche? Est-ce qu'on parle de formation? Est-ce qu'on parle de mobilité éventuellement? Ou peut-être d'achat de prestations, comme l'évoquait juste avant Florian aussi. Donc, ça, finalement, c'est organisé grâce au dialogue qu'on organise finalement entre le terrain et la fonction régalienne. Et alors, une fois discuté, une fois que ce dialogue est instauré, eh bien, ça permet aussi finalement d'instaurer une forme de… on a vraiment ce sujet aussi qui se pose, c'est celui de la confiance entre les managers et puis les potentiels partenaires qui arriveront, qui viendront justement proposer des prestations si justement ce choix de freelance est fait sur une compétence précise. Donc, il y a ce dialogue qui, dans un premier temps, s'organise. Une fois que ce dialogue et justement les décisions sont prises sur la manière dont on va adresser telle ou telle compétence, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on se pose la question de la relation avec le prestataire dans certains cas. Peut-être qu'en dernier lieu, on peut aussi penser au collaborateur lui-même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de manager, on a beaucoup parlé des DRH, mais finalement, quelle est la place du collaborateur justement dans ces échanges? On parle souvent des modèles managériaux qui présentent assez bien ça. Dans les équipes performantes, on parle de modèles qui insistent sur le sens. Et derrière ça, c'est qu'est-ce qui me motive moi en tant que collaborateur au travail et est-ce que ce que je fais a un impact et est-ce que je suis capable de mesurer finalement l'impact que je vais avoir sur mon organisation, l'impact que je vais avoir sur la société et ça finalement en tant que collaborateur, je vais avoir, moi c'est quelque chose qui va me sembler important. Alors, finalement, c'est peut-être aussi au collaborateur de définir sur quoi il veut se développer et à ce moment-là, prendre un petit peu se sentir responsable, comme on dit en anglais, accountable pour justement le développement de mes compétences et aller voir à ce moment-là mon manager ou la DRH pour pouvoir justement demander à pouvoir me développer sur cette compétence précise. Et puis ça aura un impact sur la motivation et puis ça aura un impact par ailleurs aussi certainement sur le turnover qui est aussi un sujet qu'on trouve dans pas mal d'organisations. Merci beaucoup Nicolas, merci à vous deux, Florian et Nicolas. On a bien compris grâce à vous que la gestion des compétences posait donc des défis pour les DRH, mais aussi ce qu'on voit poindre, c'est que l'organisation étendue, ce sont aussi des défis pour les managers eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on décide de faire appel à un talent externe, ce n'est pas qu'une question de chéquier, n'est-ce pas? Et ça pose donc ces fameuses questions managériales. Ça pose des questions, en fait, à toute l'entreprise quand on y repense. On va tirer la pelote de façon un petit peu provoque, volontairement, pour voir
dans certains cas, jusqu'où ça peut s'amener et finalement à quoi il faut savoir penser. J'évoquais tout à l'heure le fait que dans certaines organisations, on peut imaginer certaines DSI, c'est un cas existant, hein, on a jusqu'à 75-80% finalement de contracteurs, de freelance, de sous-traitants qui y travaillent. Finalement, quelle est l'emprise du DRH sur ce stock de compétences-là dans cette organisation? En réalité, il ne viendra plus y travailler à des people reviews, à une gestion des compétences, plus vraiment en vérité. C'est désormais, d'une certaine façon, le royaume du manager, à moins que le DRH se soit emparé de la gestion de cet écosystème et des partenariats avec les organisations fournisseurs de ces compétences-là. À partir du moment où on le fait en DSI, on pourrait extrapoler à un certain nombre de domaines de l'organisation qui sont assez clés et dans lesquels on a besoin en permanence de compétences de pointe. On pourrait parler de R&D. Dans certains cas, on pourrait parler de marketing. Dans certains cas, on pourrait même parler de production. Et finalement, petit à petit, on voit que si on tire cette pelote-là, on peut arriver à un endroit où il y a une compétition dans la gestion de la compétence entre le manager et le DRH. C'est assez provocateur, finalement, comme vision des choses, mais on peut tout à fait l'imaginer. Et donc, on se retrouve avec un DRH qui est plutôt cantonné petit à petit, repoussé, je suis toujours dans ma provoque, hein, qui se retrouve donc petit à petit cantonné à la gestion d'une compétence un peu tout venant, à la gestion du collaborateur au quotidien, à la gestion des plans de succession de la compétence dans les 20-80 qui fait plutôt finalement tourner l'entreprise au quotidien, mais qui ne la fait pas forcément rentrer dans des domaines nouveaux ou disruptifs, puisque ceux-là sont plutôt pris en main par les managers avec ces fameuses compétences qu'on va chercher à l'extérieur. Comment est-ce qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là à la planification de la compétence stratégique? C'est le point qu'évoquait Nicolas il y a quelques minutes. Comment est-ce qu'on travaille ensemble finalement à sécuriser? Comment est-ce que le DRH reste finalement maître de ses compétences et maître de ce plan de gestion des compétences au sein de l'organisation quand finalement on a désormais deux gestionnaires des compétences au sein de l'entreprise entre le DRH et le manager. Donc on a un vrai sujet là avec, et on en parlait tout à l'heure, un certain nombre de défis qui vont s'additionner. On a bien sûr ce processus d'arbitrage, make or buy, comment est-ce que je fais, qui le fait, pourquoi on le fait. On a aussi, comme l'évoquait Nicolas il y a quelques minutes, un contrat, une nécessité de confiance finalement et de gestion de nos fournisseurs, notamment dans des sujets clés. Qu'est-ce qu'il advient d'un contracteur ou d'un freelance qui vient travailler chez nous dans un domaine de pointe et puis qui finalement 6 mois ou 1 an plus tard va travailler ailleurs et bénéficiant de l'expérience qu'il a chez nous va travailler à la concurrence. Comment protéger nos secrets industriels? On a tout un pan finalement de la gestion de ces fournisseurs-là à travailler, tout un cadre à construire qui aujourd'hui n'est pas totalement pris par le manager parce qu'il n'en a pas forcément conscience, il achète une prestation, alors qu'on a en face de lui un DRH qui lui a vocation à s'assurer de la pérennité de la compétence au sein de l'organisation et par-delà de la pérennité de l'organisation dans son ensemble. Merci beaucoup Florian, merci beaucoup Nicolas. On voit que tout cela nécessite une animation d'équipe mixte, hein. Ce sont des compétences managériales qui se complexifient également avec le développement, l'épanouissement de liens de confiance qui sont requis avec l'organisation étendue. Une sensibilité peut-être accrue aux notions d'équité, de justice organisationnelle. Et d'ailleurs, le thème de la justice organisationnelle sera précisément celui d'un prochain webinaire en 2023. Donc je vous l'annonce tout de suite, vous pourrez vous inscrire dans quelques semaines à ce webinaire. On sera ravis de vous retrouver. Et maintenant, je vous propose de laisser place à vos questions. Non. Judith me dit que nous n'avons plus le temps et que nous arrivons à la fin de notre webinaire. On espère que vous aurez exploré avec nous ce sujet des compétences à travers les organisations étendues et que voilà, vous aurez apprécié les témoignages de Nicolas et de Florian que je remercie chaleureusement. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.